véritable phénomène qui a raconté la France. Est-ce que Plus belle la vie va nous manquer? C'est la question du jour. Et ça va partir. Le direct, là. C'est vendredi que vous entendrez pour la dernière fois ce générique. Plus belle la vie s'arrête définitivement. Une autre page va bientôt se tourner. Le Mistral, le café emblématique de Plus belle la vie, va baisser le rideau. C'est pas possible. C'est surréaliste pour moi. Après 18 ans d'antenne et près de 5000 épisodes, PBLV pour les initiés est la série quotidienne la plus longue de l'histoire de la télévision française. Depuis 2004, je regarde la série. J'ai grandi avec Plus belle la vie, j'ai grandi avec les personnages. Ils sont avec nous, ils font partie de notre vie. À son lancement, personne n'aurait misé sur une série sur le quotidien de gens ordinaires. Vous avez rendez-vous avec Plus belle la vie. Votre nouveau feuilleton vous emmènera quotidiennement sur la Canebière. Après des années de carton d'audience, la série tire sa révérence. Les acteurs et les fans pourront se faire leurs adieux vendredi. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Alors, Plus belle la vie va-t-elle nous manquer ? Vendredi soir va être diffusé sur France 3 les 2 derniers épisodes de Plus belle la vie, un arrêt surprise après 18 saisons et plus de 4500 épisodes. Nous sommes avec Michel Podrozny, vous êtes la productrice historique de Plus belle la vie. Bienvenue dans Click. On est également avec 2 stars de la série, Cécilia Ornus, vous êtes dans la série depuis le début. Et vous êtes Blanche Marcy. Qui est Blanche? Blanche est professeure de français. Elle a eu une grande vie amoureuse. Elle est plutôt... Combien d'amants? 20. Agnès, tu peux pas? 20, c'est pas mal. Le dernier bien connu étant l'Enchanteur, qui était le tueur en série du Mistral. L'Enchanteur. Il y a plus cette comédien, c'est pour ça que la série s'arrête. Voilà, c'est ça. Pour jouer les mecs de Blanche. Léa Femme François, libre, donc. Léa François, vous incarnez le personnage de Barbara Evenot. Qui est Barbara? Barbara, c'est la cuisinière anciennement du Mistral et puis du Marcy. C'était aussi la fille du capitaine Castelli. C'est la collègue de Thomas. C'est... Voilà, bah c'est plein de trucs au final en toutes ces années. Hein, mais c'est quoi le truc? Une meuf cool. Elle est rentrée comme une petite rebelle, ado indisciplinée, faisant des tas de conneries. Et mais voilà. j'ai évolué, Michel. Oui, t'as bien évolué. Et tout ça est mis en image par Pascal Elbroek. Vous êtes l'un des réalisateurs de la série. Bienvenue dans Click. Et ce qui est beau, je trouve que ce qui est beau, c'est que c'est vous qui avez fait le premier épisode et c'est vous qui avez fait le dernier. Le dernier. Alors le dernier prime, pas l'épisode. Dernier prime, c'est-à-dire que vendredi va passer 2 épisodes à la suite et à 21h, le prime... le dernier. Le dernier. Le dernier. Le 29e. J'aimerais savoir, vous êtes là depuis le premier jour, on a beaucoup parlé de l'arrêt de la série. J'aimerais que vous me racontiez le jour où vous vous êtes dit c'est bon, on a le green light, on a le feu vert, on va faire un sitcom quotidien, ce que ça représente, comment vous l'avez imaginé et quand, j'imagine que vous avez galéré pour le vendre, et quand on vous a dit c'est bon, on y va. Alors non, c'était un appel d'offres. Hein. Donc il y avait 120 producteurs qui ont concouru à cet appel d'offres, donc on a travaillé. Et puis un jour, on a appris qu'il en restait que 5. Et là, on nous a demandé de retravailler, de nous donner direction. On a travaillé comme des fous, vraiment, jour et nuit, pendant une semaine. On a représenté notre projet avec un devis, on avait choisi Marseille, enfin voilà, avec presque un pré-casting dans la tête. Et un jour, on nous a dit, bon, bah, c'est aujourd'hui qu'il y a la délibération. Et on était convoqués à 18h30. Ils avaient convoqué les 5. Et on s'est quand même dit, si on est les derniers... C'est pas vous. Si, ah oui. Si, parce que les autres, ils le savent avant nous qu'ils ne l'ont pas. Donc, voilà. Et on est allé, on avait les bureaux au Barjac, et France 2, on est remonté tout le groupe, Hubert Besson, François Charland, Hubert Besson, qui était vraiment le créateur de la série. Moi, j'étais directrice de la création de Telle France, donc j'avais travaillé avec lui, et avec les patrons de Telle France à l'époque. On est arrivé dans les bureaux et on a vu les mines de tous les chargés de programme qui sortaient dans les couloirs, qui nous faisaient des serrures comme ça. Et là, c'est Bertrand Mosca et Vincent Mellet qui nous ont annoncé que c'était nous qui avions emporté l'appel d'offres. Au début, ça ne fonctionnait pas spécialement. À partir de quand ça a commencé à éclater?
On a démarré sur ce qu'on nous avait demandé, c'est-à-dire un peu des chroniques. Et on a vu, en plus, moi j'avais voulu des comédiens qui n'étaient pas très connus pour que le public puisse s'identifier à eux. Et surtout pas les canons qu'on avait dans ce genre de série, c'est-à-dire sous le soleil, donc des gens très beaux, très... Bon, je ne vais pas dire leur qualité de comédien, mais moi... Bénédicte, super Bénédicte. J'ai voulu que... Non, mais à l'époque, c'était il y a 25 ans. Hein, et j'ai voulu qu'on ait des vrais gens, des gens qui pouvaient s'identifier. Et moi, on a pris des comédiens de théâtre que moi, je connaissais très bien. Et donc, ça a commencé à marcher quand vous êtes intéressé au sujet de société au quotidien. Oui. Quel est le sujet de société, ou quels sont les sujets de société qui vous ont créé le plus de remous? L'homophobie. L'homophobie. Le mariage. Le mariage. Le parrainage aussi, quand même, ça fait plein de... La drogue aussi. Myrtha, qui a 60 ans, apprend à rouler un pétard à l'antenne. Qui à l'hôtel. On trouve ça très très bien. Ça vient d'où cette idée? On a eu des sujets. Le triolisme. Oui, aussi. On est allé un peu loin. L'euthanasie. Le viol sur homme. Le viol par un... C'est un sujet important. Depuis tout à l'heure, vous dites que des dingueries. Non, on n'a pas fait le sujet d'avant. Vous avez fait, on l'a pas fait. Depuis tout à l'heure. Je sais que la guillotine, ça a été la série, ça a été fou le truc là. La guillotine. Est-ce que vous avez abordé la prison? Et le lancer de canard, c'était fou. Ouais. Parce que moi, je connais très bien quelqu'un qui a joué dans Plus belle la vie et on se voyait souvent. Et en fait, on avait souvent des interactions avec des gens qui venaient nous voir et qui étaient des anciens détenus et qui avaient beaucoup de gratitude envers toute l'équipe de Plus belle la vie, parce qu'en détention, ils regardaient beaucoup la série et ça leur tenait. Mais on est allé faire une projection au Baumettes, au quartier des femmes au Baumettes. Ouais. Ça a été, moi, c'est le moment qui se passait, le plus impressionnant que j'ai vécu. Et les Baumettes, c'était les Baumettes un peu refaites pour les femmes. Donc on n'a pas eu ce sentiment d'horreur quand on voit les documentaires. Et ça a été, mais avec des comédiens. Et ça a été un moment bouleversant, parce qu'elle nous a raconté que des histoires qu'on racontait, elle les avait vécues, que c'est pour ça qu'elles étaient là, que Plus belle la vie leur donnait de l'espoir. Ben oui. On a traité beaucoup de sujets de... Mais là, on a eu un fou rire parce que vous avez enchaîné des mots complètement... Oui, en vérité, c'est que des sujets graves. Et la qualité de la série... On a fait un très beau sujet qui a duré 2 ans. Et moi, c'est un de ceux qui m'a le plus touché et impressionné. C'est comment on vit quand on devient paralysé. Et c'est Luna qui a un accident de voiture et qui se retrouve en chaise roulante. Et on a pu traiter ça sur presque 2 ans, avec toute l'évolution, tous les problèmes que ça pose, se réhabituer à sa vie, le handicap, la sexualité. On est allé très loin. On a traité de la sexualité des handicapés. Tous les efforts qu'il faut faire. Bon, et puis, on a fait quelque chose, on s'est beaucoup tâté, mais comme à la fin, on l'a fait remarcher parce que c'était... Voilà, il faut donner un peu d'espoir aussi, mais parce qu'il y avait eu quelque chose de particulier dans son accident. Et quand on est comédien dans un phénomène comme ça, qui est dans le cœur des Françaises et des Français, est-ce qu'on se sent qu'on a une responsabilité? Oui. Oui et non, oui. Après, quand on travaille, nous, on est dans notre énergie de comédienne. C'est les gens qui nous le font voir. Quand on fait des intrigues comme ça et qu'on a les retours des gens, c'est fou. On a des vrais témoignages, alors que nous, on faisait une intrigue, on jouait un rôle, mais quand... eux, ils s'identifient. On a tous eu, mais moi, j'ai eu l'alcoolisme. Mon personnage a été alcoolique pendant un temps. Est-ce que ton personnage, il n'est pas tombé enceinte aussi? Si, là, toute la fin de mon personnage. Mais ne spoil pas, moi, j'ai 2000 épisodes à voir. Non, mais est-ce que... Non, mais là, on finit par le déni de grossesse, effectivement. C'est ce qui va continuer d'être raconté jusqu'au Prime de vendredi. Et c'est un sujet qui me tenait trop à cœur aussi. Et forcément, on se sent une responsabilité quand on sait qu'à chaque intrigue comme ça, on reçoit des tonnes de messages de nanas qui ont vécu la même chose. On a des courriers sur les réseaux. Quand on va aussi
dans les festivals, on est vraiment en prise directe avec j'imagine que le public pense que ils sont vous leur incroyables. appartenez un peu aussi. Oui. Il y a un phénomène comme ça. Oui, on est chez eux tous les soirs. Ils nous disent, c'est la famille. On mange avec vous. C'est la petite bulle de respiration du soir. Et est-ce qu'à l'inverse, comme le personnage méchant dans Dallas, il y a des personnages qui sont un peu mauvais dans Plus belle la vie que les gens détestent dans la vraie vie? Ah bah oui, c'est arrivé. Il y a le méchant emblématique, c'était Frémont, Charles Frémont, joué par Alexandre Fabre, mais qui était très méchant, mais en même temps, il était amoureux fou du personnage de Luna, on lui trouvait des excuses. Oui, le pauvre, quand même. Voilà. C'est pas sa faute. Il était adoré par le public et par les enfants. Oui. Quand on allait dans les festivals, il y avait des méchants. hurlements quand Alexandre montrait sur scène. On l'emmenait partout, d'ailleurs, parce qu'il était vraiment... les gens adoraient le méchant. Non, même sans être un grand méchant, moi, quand je trompe mon mec dans Plus belle la vie, après, je me fais c'est ça. Comment ça Comment ça? C'est quoi cette histoire? Bah non, mais c'est vrai que les gens, quand on fait un truc pas cool, on a beau être pas spécialement le personnage méchant. Voilà, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de tromper Abdel, mais dans la rue, après, je prenais trop cher. C'est ça. Les gens sont fâchés. C'est arrivé. Bah non, mais ils nous disaient... Vous n'avez pas de figure. Ah ouais? Vous n'avez pas de figure. Parce que vous avez trompé Abdel dans la série? Voilà, ou mon mari, qui était François Marcy à l'époque, vous n'avez pas de figure. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vraiment, des fois, les gens... Alors, je sais pas si c'est un truc... Mais la star, c'est Marseille. Je peux vous raconter une petite anecdote sur l'importance. Oui. Qui est au début, on a fait un mariage républicain, un baptême républicain. Et c'était Cécilia qui devenait marraine républicaine d'un petit clandestin. Voilà. Et le lendemain, où c'est passé à l'antenne, 2 jours après, j'ai reçu un coup de fil du collaborateur de Gaudin, Noël Gaudin, qui me dit « Vous allez arrêter vos conneries sur Plus belle la vie ». Ben, je lui dis pourquoi le baptême républicain Il me dit j'ai 250 demandes de baptême républicain depuis hier. C'est énorme. C'est quoi un baptême? Je ne sais pas ce que c'est. Bah, tu prends une marraine, c'est un baptême. C'est à la mairie. À la mairie au lieu d'être à l'église. Voilà, et en fait, tu t'occupes, tu as une responsabilité envers la personne. Tu regardais pas tous les épisodes de Plus belle. Pascal, tu t'es fait gauler. Pascal, là, c'était un mauvais move. Pascal, à la réalisation, Plus belle la vie, ça détonne aussi parce que c'est une prouesse technique. Tous les jours. Est-ce que vous pouvez nous raconter à quel point, pour qu'on comprenne la performance en fait? La performance, on est grosso modo 3 équipes à tourner en même temps, dans une semaine. Une équipe qui fait un plateau, qui va tourner tous les jours sur le plateau. Une équipe qui est en extérieur pour tourner Marseille, puisqu'effectivement, Marseille est un des personnages aussi de Plus belle la vie, parce que Marseille est très content depuis que Plus belle a tourné là-bas. Et une 3e équipe qui va plus loin, je ne sais pas, à la montagne, ou quoi, voilà. Dans le métro ou des... Donc il y a 3 réalisateurs qui tournent en même temps, avec les comédiens qui passent d'un plateau à l'autre, même dans la même journée. Et ce qu'il y avait sur Plus belle la vie, c'est que le jour qu'on tourne, la séquence qu'on tourne, on sait toujours quand est-ce qu'elle va passer à l'antenne. C'est-à-dire que si on doit tourner un jour de Noël, on sait que 3 semaines avant, on va tourner le jour de Noël, qu'on passera le jour de Noël. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Non, c'est vraiment de la fiction adaptée à la façon de faire de la télévision. C'est tout à fait. Ça a été très important aussi, je pense, par rapport au succès, parce que les gens rentraient chez eux et le jour de Noël, c'était Noël. Le 1er mai, le jour de la fête des mères, les vacances. Le soir de l'élection présidentielle, ils avaient le résultat le lundi. On tournait 2 versions. Ah oui, bien sûr. Une version quand on a eu Ségolène Royal, Sarkozy. On a tourné Ségolène qui gagnait. Sarkozy, il y a des drôles de trucs parce qu'on les a. Vous les avez? Ça doit être ça. Faut les montrer. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il fallait choisir les personnages qui incarnait la joie, qui incarnait la tristesse. Il y en a qui me disaient, mais moi, je veux pas défendre Sarkozy. Est-ce que vous avez écrit un script en cas de victoire de Marine Le Pen? Comment? Est-ce que vous avez écrit un script en cas de victoire de Marine Le Pen? Marine Le Pen est présidente de la République, qui doit être dans les archives quelque part. Oui, et qu'est-ce qui se passait dans Plus belle la vie si Marine Le Pen avait été élue? On n'est pas allé assez loin. Je crois qu'on sera arrêté. Dès début, c'est terminé. On ferme tout. On a gagné quelques mois. Bon. Et alors, justement, l'arrêt de la série, on a parlé de lancement de la série. Comment vous l'avez appris? On l'a appris par un tweet. Journal.
Attendez. Vous avez fait 2000 épisodes, vous l'avez appris par un... 4665 épisodes et vous apprenez par un tweet que ça s'arrête? Comme les chiffres et les lettres, hein. C'est ça. Non, mais sérieusement. Non, mais voilà, je ne sais pas si c'est une indiscrétion voulue ou pas voulue. En fait, vous savez, c'était des contrats qui se renouvelaient tous les 2 ou 3 ans. Et il y avait des discussions. Et là, de toute bonne foi, nos patrons étaient en discussion avec le diffuseur et eux-mêmes n'en avaient pas... On savait qu'il y avait des problèmes, vous savez, réduction de budget. Donc on savait que c'était difficile, que c'était compliqué. Voilà, donc je pense que c'est une indiscrétion qui n'aurait pas dû avoir lieu et qui nous l'aurait appris. C'était un peu court, quoi. C'est tout. Moi, qu'un diffuseur arrête une série, c'est son droit. C'est son droit. Je veux dire, c'est lui qui paye, c'est lui. Il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que pour une série qui durait depuis 18 ans, le moment où les négociations ont commencé et où on nous a dit « vous allez finir à telle date », les gens, c'est quand même des intermittents. Il y a 600 personnes qui travaillent avec ça. Oui, plus des... Plus les retombées économiques sur Marseille. Plus de 600 personnes, parce que c'est un volant... d'euros par an. Donc, voilà, c'est ça qui a été un peu brutal. Et puis voilà, on en a pris notre parti. On a fait... je crois qu'on a travaillé dans la joie et dans la fraternité comme jamais... Ça s'est passé. Ouais. Moi, j'ai produit, en tant que producteur, je faisais la série PJ, Les Cordiers, j'ai produit plus de 300 téléfilms. Comme script, j'en ai fait autant. Donc, j'ai une grosse carrière de tournage et d'habitude. Et je n'ai jamais vu cette osmose entre les techniciens et les comédiens et la production. Ça a été... On a créé vraiment... Nous, en tous les cas, ce qu'on a apporté au public, c'est formidable, mais nous, on a créé une famille. On ne se quitte plus. Et vous, comment vous l'avez appris? Comment vous l'avez vécu? Comment vous l'avez ressenti? On l'a appris par la production, voilà. Et bon, c'est vrai que le délai était comme c'était au printemps, puis qu'avec l'été, c'est toujours les rythmes sont un petit peu différents et que ça se terminait fin septembre, c'était un peu court. Donc oui, on a tous pleuré, je crois, voilà. Hein, ouais, et puis... ça a été super soudain, ça a fait surtout un énorme boom tout de suite. Moi, je sais que le jour où je l'ai appris, je crois que je me suis mis en mode avion pendant 2 jours, tellement que tout le monde m'appelait. Le téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vas faire? T'as encore trompé Abdel? Et si on veut revoir un des 4500 épisodes, est-ce que vous allez sortir un petit coffret DVD de 1200 DVD ou non? C'est pas prévu. Il y en a pas mal déjà, je crois, sur le marché. Et après, sur la plateforme Salto aussi. Mais je ne sais pas s'il y a toutes les saisons, mais on peut les trouver en sur replay. Salto, on peut tout revoir. Je crois. Je suis allé faire un tour sur Salto, j'ai tout vu. C'est l'équivalent de 80 jours et 80 nuits sans dormir. Voilà. Regardez. En tout cas, ici, cette émission s'appelle Click. C'est la clique qui vous dit sur quoi cliquer. Et c'est votre nouveau rendez-vous quotidien, le CQFC. Mieux qu'un algorithme, la rédac de Click vous dit sur quoi cliquer, c'est le CQFC. On commence avec la plus internet des séries, alors qu'elle est née bien avant les réseaux sociaux et les mèmes. On parle évidemment de Seinfeld. What in God's name are we doing? What? Our lives! Seinfeld s'est imposé avec un humour cynique mettant en scène des losers cool, exit la famille modèle, place à une bande de potes trentenaires, célibataires et névrosés. On doit Seinfeld au génie de Larry David, il est également la tête pensante de la série Curb Your Enthusiasm, qui vaut aussi son pesant de clics. LOL. LOL. You like saying that, don't you? It's cute, right? Nah, not really. What do you mean? I mean, if you're gonna laugh out loud, why aren't you laughing out loud? La série est tellement culte que même Snoop Dogg a repris la mélodie pour en faire un son. These are words coming from the dog and everything I do is lit. Yes, sir. Hopping right along, trying to get my party on. Call my nigga Leon. Let's go bust a bitch. En parlant de rap, on double-clique sur Christify, notre coup de cœur du moment qu'on écoute tous les jours. Voilà, les enfants dans le noir, ça fait des bêtises. Les bêtises dans le noir font des enfants. Voilà, je fais jamais 2 fois la même erreur. Je la fais 5 ou 6 fois pour être sûr. Voilà, je répète, je ne suis pas paresseux. C'est que je suis motivé à ne rien foutre. Voilà, y a des gens qui sont comme des nuages. Dès qu'ils disparaissent, il fait plus beau. Voilà, y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas expliquer. Mais pour le reste, on a Google. Voilà. Et voilà, c'est tout pour le CQFC. On se dit à demain. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas expliquer. Pour le reste, on a Google. Moi, je ne peux pas expliquer l'arrêt de Plus belle la vie. Ça me fait mal au cœur. On est vraiment très content de vous avoir reçus ce soir. Et j'aimerais qu'on se quitte ensemble. On se fait un petit karaoké, on envoie la musique. On se fait un petit kiff. Allez, à vous. Sans air, qu'on soit noir.